J'avais une question, ça démarre sur la leptospirose. Moi, j'avais l'occasion d'explorer à l'époque les problèmes, c'était des problèmes de fertilité dans l'espèce porcine, chez les truies. Vous avez parlé de sérologie. Alors, on avait des sérologies, les MAT, qui étaient quand même très discutées, assez peu spécifiques, peu sensibles. Est-ce que ça a évolué ou pas? On a toujours cet outil sérologique. Je parle de sérologie, puis après, il y a les PCR au niveau bactériaux. Mais est-ce qu'on a toujours cet outil? Est-ce que ça a progressé ou pas? Alors, oui, bonne question. Et malheureusement, on a quand même peu progressé sur le diagnostic, en particulier des animaux de rente. Donc, c'est toujours la sérologie qu'on utilise comme outil, méthode de choix pour le diagnostic. Mais ce qui a changé et qui se fait de plus en plus, enfin, et en particulier en élevage porcin, on lutte encore pour les élevages bovins, mais c'est de considérer le diagnostic de troupeau et pas le diagnostic individuel. Parce qu'on sait que chez les animaux de rente, certains animaux sont porteurs et séronégatifs, enfin, en dessous du seuil de détection. Certains sont positifs et ne sont plus infectés. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser l'approche de groupe, et c'est là-dessus qu'on communique le plus et qu'on fait des progrès. Mais en élevage porcin, j'avoue qu'ils sont quand même assez en avance là-dessus, plus en avance qu'en élevage bovin. Ok. Question? Ouais. Oui, François Vallon. Donc, dans le domaine de la leptospirose, donc, au siècle dernier, j'avais collaboré avec Geneviève André-Fontaine pour le laboratoire de Nantes, notamment pour des investigations de leptospirose sur des ragondins en Vallée de Loire et puis autour de la Brière. Donc, moi, j'étais praticien autour de la Brière, et donc, effectivement, j'avais pas mal d'espèces qui étaient confrontées à d'éventuelles contaminations. Donc, simplement, ce on observait, c'est une forte séroprévalence de leptospirose chez les ragondins, ça c'est évident. Et puis, chez les espèces qui étaient sensibles, notamment les chevaux, puisque je m'occupais plus souvent de chevaux, on avait une forte séroprévalence pour certains sérovars, notamment Bratislava, Odonalis, avec très peu de signes cliniques, c'était extrêmement rare. Quand vous parlez d'uvéite, effectivement, un certain nombre d'uvéites, mais quand on faisait des recherches plus particulières avec des identifications, avec des prélèvements oculaires, il y avait donc ça c'était plus tardivement, en recherche PCR, il y avait que à peu près 30% de ces uvéites qui effectivement étaient, pour lesquels on pouvait avoir disons un diagnostic de leptospire, enfin une corrélation entre l'identification de leptospire et des uvéites. Tout ça pour dire quand même que la philosophie qu'on avait, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'espèces qui hébergent des leptospires sans manifester de symptômes, donc ce qui complique un petit peu le problème. Et puis aussi le risque de contamination dépend effectivement des réservoirs, puisque donc pour les carnivores, dans mon expérience, on avait plutôt des contaminations par les hérissons plutôt que par les espèces qui vivent dans les ragondins, etc. Simplement parce qu'on comprend bien qu'un chien qui trouve un hérisson, qui l'attrape dans sa gueule, a plus de risque de se contaminer qu'en se baignant même dans un marais sur lequel il y a pas mal de leptospire. Donc je pense que c'est des sujets qui sont complexes, et que ce que vous avez démontré, c'est qu'effectivement, se lancer immédiatement sur un réservoir potentiel, ça ne solutionne pas effectivement la mise en place d'une prophylaxie utile pour le... Bon, je comprends très bien que les nageurs en eau contaminée ont plus de risques d'être contaminés qu'un chien, qu'un bovin ou qu'un cheval, quoi. Oui, merci beaucoup pour ce retour, parce que en fait vous balayez finalement beaucoup d'aspects et de limites de nos connaissances dans le cadre de la leptospirose animale et des animaux domestiques. Sur les chevaux, on a énormément de difficultés à interpréter les sérologies.
près de la moitié de nos échantillons qui sont séropositifs. Donc déjà, on élève les seuils et puis donc faire la part des choses entre l'animal, enfin le cheval qui a été exposé et celui qui a vraiment une baisse de performance, parce qu'on a beaucoup de demandes de diagnostic dans le cadre de baisse de performance qui sont des signes qui sont peu spécifique. Donc l'interprétation est vraiment limitée. Après, l'intérêt de la sérologie, du MAT, et ce pourquoi il est test de référence en humaine et en leptospirose animale, c'est parce qu'il n'y a pas mieux pour diagnostiquer les formes aiguës avec la mise en évidence de l'augmentation des anticorps, de la séroconversion voilà, la cinétique qui doit montrer une augmentation d'au moins 4 titres. Et donc, quand on observe ça, c'est vrai qu'on est sûr de nous. Mais la majorité du temps, alors du coup, les espèces qui ont des infections chroniques, les animaux de rente, les chevaux qui sont un peu entre deux, les animaux qui font des infections aiguës mais pour lesquels on n'a pas de cinétique parce qu'on les revoit pas, on se retrouve dans des situations très inconfortables pour faire des interprétations. Et puis après, voilà, vous avez évoqué la question de la source et que je partage complètement. C'est pas évident de faire la part des choses. Et pour avancer, il faut vraiment qu'on ait cette approche avec la connaissance des profils génétiques qui circulent chez les animaux, parce qu'un animal positif à Leptospira, il y en a dans chaque écosystème, on va en trouver, et ça n'en fait pas pour autant la source de contamination de l'écosystème. Je peux vous dire, moi j'ai été pendant 42 ans inspecteur vacataire dans un abattoir, et j'ai eu 3 cas de leptospirose humaine. 2 cas, les 3 cas c'était hétérohémorragié. 2 cas, c'était des employés qui travaillaient au Cures-Épo, ceux qui ramassent. Et puis le 3e, c'était un employé qui balayait l'abattoir, enfin qui nettoyait l'abattoir. Et tous les 3 ont fait des leptospiroses sérieuses. Il y en a un qui, peu de temps après, a eu des complications. Je pense que c'était en fait il en est mort. Mais c'était ni des ragondins, ni des... c'était des rats d'abattoir, quoi. Hein? Oui, mais probablement des rats, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres sujets aussi, ou éventuellement là-haut? Ouais. Oui. Merci. Sylvain Lara, donc vétérinaire spécialisé en gestion de la santé de la faune sauvage. J'avais une question concernant les espèces exotiques envahissantes. On a parlé en nombre d'espèces, beaucoup. Est-ce que vous avez aussi des informations en termes de biomasse? Parce que pour le coup, c'est pas forcément exactement les mêmes choses. On parle souvent de nombre d'espèces aussi pour les espèces en voie de disparition, etc. Et c'est un marqueur qui n'est pas tout à fait, proportionné à l'impact de chacune. Alors, habituellement, l'indicateur biomasse, en fait, il est utilisé pour la biodiversité en général. C'est une des façons de décrire en fait le monde vivant et la répartition notamment des atomes de carbone. Où est-ce qu'ils sont placés dans le monde vivant? Est-ce que c'est plus dans les bactéries ou les plantes ou les animaux, et quels animaux, etc. Après, je suis pas certaine que ça soit complètement pertinent de parler en biomasse pour les espèces exotiques envahissantes, parce que vous allez il y a une grosse disparité en fait entre la biodiversité en général et ces espèces-là qui sont souvent des grosses espèces, et donc forcément il va y avoir un décalage en termes de biomasse. Après, la biomasse, elle est intéressante peut-être pour les comparer entre elles, puisque c'est un indicateur qui permet en fait de s'affranchir de la part humide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'eau dedans, et ce qui permet de mieux comparer par exemple des insectes avec des mammifères. Voilà. Mais bon, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui a été utilisé, sauf pour des cas particuliers où on va, par exemple, regarder la biomasse des plantes qui prolifèrent sur un lac, et qu'on pourra comparer du coup à la biomasse des plantes qui subit en fait les effets de cette prolifération. Mais de façon générale, la biomasse des espèces exotiques envahissantes, j'en ai pas entendu parler. Après, c'est peut-être que des chercheurs se sont quand même amusés à le faire. Attendez, je complète. En termes de biomasse, sur ces espèces-là, non, bien sûr, mais ce qu'il faut avoir en tête quand même, et ça on l'a vu dans d'autres sessions, c'est les biomasses en jeu, toute espèce confondue,
En gros, on a pour les mammifères 4% d'espèces sauvages, vous savez sûrement ces chiffres-là, 36% c'est la biomasse humaine et le reste c'est les animaux domestiques. Donc vous faites le complément. Donc ça veut dire quand même on a des écosystèmes qui sont extrêmement structurés par ces biomasses-là. Alors, si on parle des mammifères, par exemple, même les espèces exotiques envahissantes vont être dans les 4%. Hein. Les insectes, bien sûr, c'est des biomasses bien plus importantes, mais comme l'a dit Hélène, pour le moment, ils sont en train de morfler beaucoup. Hein. On a des chutes qui sont vertigineuses dans les espaces agricoles. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur cette affaire de biomasse et finalement d'impact humain, parce que ce que tu dis, ça montre en fait l'ampleur de l'impact humain, puisqu'il y a 100 000 ans, si on considère que l'homme était quantité négligeable et qu'il n'y avait pas d'animaux domestiques, évidemment, il y a 100 000 ans, en fait, on était à 100% de biomasse sauvage, de mammifères sauvages. Donc, ça pose quand même question sur notre droit à éliminer des animaux sauvages dès lors qu'on a déjà en fait éradiqué la majorité des animaux sauvages, parce que dans la biomasse dont on parle, il y a aussi les mammifères marins. Donc, en fait, c'est même les gros animaux, vous les mettez tous dans un pot et ça fait que 4% de la biomasse totale des mammifères aujourd'hui présents sur Terre. Donc, je pense qu'en termes éthiques, il y a aussi des questions à se poser sur ces aspects-là. Et la recherche d'alternatives, elle paraît assez naturelle en santé humaine, par exemple. On n'imagine pas éliminer, en tuant les gens qui sont infectés par la tuberculose. On pourrait avoir la même approche pour les animaux sauvages. Dernier point, puis après je relaisse la parole. Hein. Mais c'est un sujet qui est important. C'est-à-dire que quand on a discuté ce matin de la biodiversité en disant « Ah bah oui, cette espèce-là, est-ce qu'elle est utile, elle n'est pas utile ?» On a eu quelques exemples cet après-midi de cas où une baisse de biodiversité laissait des niches écologiques vides qui étaient de toute façon remplies. Parce que le système, il est capable de produire de la biomasse. Donc, si ce n'est pas une diversité d'espèces qui la produira, ça sera une espèce, envahissante ou pas, mais elle sera en forte biomasse. Et dans ces écosystèmes simplifiés, une espèce qui va se développer, que ce soit un puceron ou que ce soit n'importe quelle autre espèce, c'est aussi un incubateur à microbes. Et la capacité qu'ont les microbes à muter est bien plus grande que celle de ces organismes dits supérieurs, les insectes ou les mammifères. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va se jeter dans une course où on va favoriser les microbes et leur mutation dans un système, je dirais, de cocotte-minute, enfin d'incubation. Donc cette perte en biodiversité est là une conséquence qui est très forte. Hein. Donc même si c'est une espèce envahissante qui devient en biomasse importante, elle va présenter un risque en termes du coût épidémiologique, à terme. Hein. Question là. Oui. Non. Autre question. Moi j'avais une question aussi sur la tuberculose. Alors, parler d'expérience sur les blaireaux, il y a j'ai cru lire il n'y a pas longtemps que alors pourquoi le blaireau et pas finalement les cervidés? Je sais pas si le taux d'infection peut-être des cervidés est supérieur à celui des taux de blaireaux, j'ai cru lire. Et parallèlement, c'est ce qu'ils ont ciblé en Amérique du Nord, au Michigan, hein, j'ai cru lire il y a pas longtemps, qu'il y avait une expérience qui démarrait de vaccination. Enfin, des cervidés, je pense chez eux, c'est le cerf de Virginie surtout, je crois, qui est assez prépondérant. Donc pourquoi finalement ce choix du blaireau et qu'en est-il? On a parlé en effet des cervidés, du sanglier, qui sont aussi d'autres sources réservoirs du M. bovis. Peut-être pour un bon... Oui. Oui. Alors, forcément que le topo que j'ai fait était un peu trop court pour tout vous expliquer, et notamment vous expliquer les résultats des 15 années de recherche que je disais avoir permis de renseigner la compréhension du système de circulation de bovis dans les écosystèmes français. Donc, ce que vous dites pour les cervidés, en termes de taux d'infection plus important que chez les blaireaux, c'est vrai, en fait, c'est vrai en France, et ça n'était vrai en France que dans un écosystème particulier, qui était celui qui a cité Christian Dumont tout à l'heure, qui était la forêt de Bretonne, il y a quelques années, lorsque la tuberculose est apparue sur une forêt, mais qui est circonscrite d'une part la bruit de la Seine, l'autoroute, enfin, qui est un écosystème un peu particulier parce qu'il est un peu clos. Et donc, dans cet écosystème-là, il y a des densités d'ongulés, notamment de cervidés, qui étaient particulièrement importantes. Il se trouve que la description de ce système, lorsqu'on a découvert le bovis chez les espèces sauvages, a montré qu'effectivement, il y avait des taux d'infection qui étaient spectaculaires.
Et donc, les mesures qui ont été mises en œuvre à l'époque ont ciblé les angulés sauvages au sens large, principalement les cervidés, les cerfs, en l'occurrence pas les chevreuils, les cerfs, c'est vrai. Et aussi, dans de nombreuses mesures, les sangliers, parce que c'est bien facile à faire que les cerfs. Voilà. Donc, à part ce cas-là, on a des publications, notamment une publication en France qui fait l'état des lieux des infections par Endovis des cervidés, et notamment une publication qui s'intéressait au rôle, par exemple, du chevreuil dans la tuberculose bovine, dans la circulation de la tuberculose bovine. Et en l'occurrence, on ne retrouve pas cette situation de la forêt bretonne ailleurs en France. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que, en fait, nous, en France, les écosystèmes dans lesquels on a un souci avec des communautés d'hôtes sauvages, ça concerne principalement des infections chez les blaireaux, chez les sangliers, et puis quelques occasions d'infections chez les cerfs, chez les chevreuils, et de temps en temps chez les renards également. Et même chez les renards, dans certaines situations, c'est problématique. En l'occurrence, tout cela, ça nous renseigne sur les populations sur lesquelles on doit intervenir. Et c'est bien pour ça qu'on fait le choix d'intervenir sur les populations qui ont un rôle prépondérant, supposé prépondérant pour certaines zones, parce qu'en fait, on ne peut pas conduire tout le temps des études sur ce que qu'on a fait sur certains écosystèmes, mais il y a des données de surveillance en fait, qui nous renseignent sur l'infection dans la faune sauvage. C'est des données de surveillance à travers le dispositif Silvatube qui est mis en œuvre depuis 13 ans maintenant, et qui nous renseignent sur les taux d'infection en fait, dans les différentes populations. Et ce que vous dites par rapport aux cervidés aux États-Unis, effectivement, là-bas, le problème, c'est le cerf de Virginie, comme vous dites, et qui n'est pas le cerf élaphe, et de fait, il se comporte par rapport à l'infection tuberculeuse sensiblement différemment, mais ils n'ont pas les mêmes espèces en présence. Mais en l'occurrence, effectivement, il s'intéresse aussi à possiblement vacciner le cerf dans certaines situations. D'accord, merci. Ça veut dire. Oui, je voudrais rebondir sur ces éléments-là, sur la tuberculose, parce que donc il y a quelques années, en fait, le Conseil supérieur du patrimoine naturel et de la biodiversité s'était penché sur cette question, blaireau-tuberculose, et à l'époque, alors ça a peut-être évolué depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas de preuves documentées, donc c'est-à-dire scientifiquement, d'une transmission en fait d'un blaireau infecté au cheptel bovin. Alors, est-ce que ça a changé et que là, on a réussi à mettre en évidence qu'en effet, si la transmission se fait du bovin au blaireau, elle se fait aussi ensuite du blaireau au bovin? Ça, c'est la première question. Non, alors c'était une étude bibliographique qu'avait fait le CSPNB à l'époque, donc était un conseil scientifique qui a été dissous depuis, mais qui était placé auprès de la ministre de l'écologie suite à une question posée par le ministère. Et donc, à l'époque, c'était une revue bibliographique. Donc, ils ont fait des recherches pour voir si dans la littérature, on trouvait des cas documentés de transmission avérée d'un blaireau contaminé vers un cheptel. En fait, depuis ce rapport, je pense que ce qui a beaucoup évolué, c'est la capacité qu'on a maintenant à faire des études de biologie moléculaire sur les souches, et qui nous permettent effectivement de faire des études phylogénétiques qui ne sont pas aussi fines que ce qu'on voudrait, parce que notamment on manque de souches faune sauvage. Mais il faut savoir que les cas bovins des souches sont typées et gardées par le laboratoire national de référence, et que les souches mises en évidence dans la faune sauvage sont également typées, ce qui nous permet de faire des études pour voir les liens entre les différentes souches. Et alors là, pour le coup, il y a des données publiées depuis par les équipes françaises qui travaillent sur le sujet, qui sont à Nancy, à Maison Alfort, et qui montrent qu'en fait, on a certaines données de biologie moléculaire qui montrent bien qu'il y a des transmissions dans les deux sens qui s'effectuent, mais sans surprise en fait, sans surprise dans le sens où il y a des contacts, le plus souvent indirects, qui s'effectuent au niveau des pâtures. À partir du moment où les blaireaux sont infectés dans certaines zones, il y a des occasions de contact indirect, donc expression sur les pâtures de mycobactéries par les blaireaux infectés. On va dire ancestralement ou historiquement, ils l'ont été par des bovins infectés, on est d'accord. Et il se trouve qu'au Tanté, actuellement, il y a des
des risques et des occasions de recontamination. Et donc j'avais une deuxième question. Merci pour les précisions. La deuxième question, ça concerne en fait donc l'évaluation de l'efficacité de l'abattage en tant que mesure de gestion pour la tuberculose sur le blaireau. Donc il y a un an à peu près, on a publié nous une revue systématique, enfin le résultat d'une revue systématique qui a posé exactement cette question-là, alors qu'il regardait bien plus d'espèces. Hein. Il n'y avait pas que le blaireau à l'intérieur, mais enfin au moins il y avait le blaireau. C'était sur les espèces susceptibles d'occasionner les dégâts et de savoir. La question c'est de savoir est-ce que les mesures, les prélèvements en fait sont susceptibles d'atténuer ou voire de faire disparaître les dégâts qui sont imputés à ces espèces-là. Et en fait, sur le blaireau, il n'y avait pas d'études qui, après analyse critique, hein, parce qu'on a aussi analysé les publications et donc, notamment la robustesse du protocole, qui démontrait en fait qu'il y avait une efficacité de l'abattage. Mais encore une fois, alors parce que j'ai vu sur le diaporama, c'était des études assez anciennes, donc a priori, il faudrait peut-être que je vérifie quand même dans l'étude ce que sont devenues nous ces études-là qu'on a dû évaluer. Mais a priori, ces études-là n'étaient pas très robustes. En fait, sur ce dossier de la tuberculose et des blaireaux, et de la gestion de la tuberculose et des blaireaux, il y a notamment un rapport d'expertise collective de l'ANSES qu'on a produit en 2019 qui faisait l'état des lieux d'un certain nombre d'éléments, donc par rapport à tout ce qui est effet de la destruction, l'effet de l'abattage sur les prévalences, que ce soit blaireaux ou bovines, vous retrouvez des éléments. Et comme dit dans l'exposé, en fait, c'est pas forcément évident de capter, mais en fait, j'ai cité deux études, en fait, dans les années 90, Clifton, et puis une autre dans les années 2000, 2007, Benton, qui montrait un certain effet des mesures d'abattage. Donc, balistique ou périodique, j'entends. Donc, en fait, il se trouve que c'était un certain effet. En l'occurrence, l'analyse des données a été faite avec certaines méthodes et vous pouvez là, publié en 2024, une étude qui a revisité l'analyse de ces données avec d'autres méthodes. Et c'est ce que je mettais en fait dans les controverses, y compris scientifiques. Il y a clairement une étude là qui remet en question l'efficacité qui avait été montrée au début des années 2000. Voilà. Donc on en est là. Alors il faut aussi avoir en tête un point de vigilance sur mettre en évidence l'effet de l'abattage strictement alors qu'on met en place tout un tas d'autres mesures, c'est extrêmement compliqué. Oui. Et donc en fait, il faut aussi avoir en tête que pendant qu'on met en place des mesures d'abattage, on met aussi en place d'autres mesures sur les ongulés sauvages liés aux déchets de chasse. Chez le bovin, bien entendu, parce que ça, je vais le rappeler, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en œuvre chez les bovins. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, notamment par rapport à la situation en Côte d'Or. On voit que la situation en Côte d'Or, elle s'améliore. Globalement, elle s'améliore. Par contre, de savoir qu'est-ce qui est la mesure qui est le plus jouée, en fait, on ne va pas s'aventurer parce qu'en fait, on n'a aucun marqueur, aucun indicateur qui nous permette de distinguer quel est l'effet de telle ou telle mesure. Voilà. Nous, ce qu'on sait en France, c'est que on n'a pas noté d'effets notables en lien avec l'abattage qui était le risque de dispersion de la bactérie. Mais en l'occurrence, c'est aussi parce qu'on est dans un écosystème où le premier route de maintien et de transmission de la bactérie, ce sont les bovins. Donc en fait, les premiers facteurs de risque, ce sont les pratiques de commerce des bovins. Et ce, pour même transmettre la maladie sur des longues distances. Hein. Donc voilà. Moi, je suis un petit peu désolée de ne pas pouvoir vous donner plus d'effets chiffrés, parce que je sais très bien que, voilà, tant qu'on n'a pas des chiffres, on n'arrive pas à convaincre les gens. Hein, mais pour le moment, nous, en France, on n'a pas mesuré d'effets notoires, mais pour autant, ça nous pose question, j'espère que vous l'avez compris. On n'attend pas d'avoir mesuré un effet de l'abattage inverse, en fait. Hein. On se dit que c'est de toute manière, cet abattage-là, il ne sera pas tenable. Pour des tas de raisons. Donc, on cherche d'autres solutions. Oui.
Moi, je voudrais ajouter, moi j'ai été très surpris parce que j'ai participé indirectement à l'étude de Paul Torgerson il y a 3 ans, 4 ans, parce qu'il m'avait soumis les données de 2007. Et en fait, les données de 2007, à l'époque, c'était un énorme programme qui était très bien fait du point de vue du protocole, mais le biais qui sortait a été un biais statistique, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une régression de Poisson sans offset. Bon, pour ceux qui sont... C'est vraiment primaire, c'est étonnant que ça s'est passé dans Nature à l'époque. Et ce que Paul a repris, parce que là, du coup, il a utilisé toute une palanquée d'outils statistiques, mais là, qui étaient appropriés. Et la conclusion de la première étude, c'était, il y a un effet, et Paul montre clairement en 2024 que c'est simplement un biais statistique et qu'on n'a aucun élément sérieux qui nous permette de dire qu'il y a un effet. Donc, c'est vous dire que c'est des sujets chauds, et à certains moments, j'ai l'impression que quelque part, la conviction l'emporte sur la science. Une question. Merci Patrick pour la précision, parce que effectivement, je ne suis pas rentrée dans les détails méthodologiques. Mais effectivement, c'est important de savoir que ce qui a été noté un temps, en fait, Paul a voulu utiliser les données parce qu'il est enseignant à Zurich, c'est un vétérinaire, mais épidémiologiste. Donc, il a voulu utiliser les données de cette étude-là pour ses étudiants, puis il s'est aperçu qu'il n'avait pas du tout les mêmes résultats que ceux qui sortaient dans l'étude. Donc, il a cherché pourquoi, etc. Et il a trouvé des résultats identiques à partir du moment où il introduisait ce biais, c'est-à-dire une absence d'offset, c'est-à-dire dans la régression. Donc, ce qui est énorme, parce que c'est un truc de base en statistique, c'est passé dans Nature, et c'est d'autant plus énorme que dans l'ensemble des auteurs, il y avait des statisticiens de haut niveau. Donc, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Ou alors, on le comprend. Une question dans la salle. Oui, alors... Non. Alors moi, je voudrais poser une question, mais qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit, même si je pourrais dire beaucoup de choses sur la vaccination des blaireaux. Donc, je ne sais pas si c'était sur le même sujet que vous vouliez intervenir. Il n'y a pas de sujet, là, c'est bon. Non, d'accord. Donc, moi, c'était pour dire que je vous remercie vraiment. J'ai trouvé les conférenciers très intéressants et très judicieux. Mais par contre, je me retrouve pas dans le sujet de l'ordre du jour. Et je trouve que vers une gestion rationnelle des bénéfices et des nuisances, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la faune sauvage comme menace, un peu comme victime, mais pas tellement comme bénéfice, je trouve. Alors, heureusement, Jean-Jacques Camara, on a parlé un peu pour les ours, en parlant des fêtes de l'ours, en parlant de l'impact psychologique que l'ours peut avoir, et qui est très clivant, mais qui est très psychologique. Il a parlé aussi des effets dissémination de graines et autres. Je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on aborde ce sujet d'une manière un petit peu plus complète, un peu plus. Alors, on parle beaucoup maintenant des solutions fondées sur la nature, donc qu'on réfléchisse un peu plus peut-être sur ce que l'animal apporte à l'humanité. Et l'animal sauvage en particulier. Est-ce qu'on peut s'en passer, quoi? Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans animaux sauvages? Qu'est-ce que ça nous évoque? Voilà, des éléments peut-être pour rééquilibrer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'animal sauvage comme menace, et on a historiquement un peu ce réflexe-là, mais heureusement, on équilibre de plus en plus, et on voudrait avoir une image un peu plus complète de l'ensemble de ces éléments. Oui, moi je trouve, réflexion, je la reprends au bon, très, très pertinente. L'intention était là, c'est-à-dire vivre avec la faune sauvage, peser les bénéfices et les nuisances. Il se trouve que le fait que ce qui soit sorti, et ce que vous dites, est un indicateur d'un état d'esprit actuel. On a fait de notre mieux pour que, mais même en faisant de notre mieux pour que, on n'a pas toujours toutes les études qu'il faudrait, pas forcément la connaissance et les réseaux, et donc ça nous amène vers un futur où il faudrait effectivement, vous avez raison, corriger le tir. Mais peut-être qu'il fallait passer par cet état des lieux. Donc ça, je le dis plutôt pour l'académie, et on le verra après. Peut-être Hélène, tu veux ajouter quelque chose? Bon, pour aller dans le sens d'ici, c'est qu'en fait, moi j'ai envie de soutenir les organisateurs en disant que je suis pas déçu, parce que il y avait 3 trucs pour finir. Il y avait la gestion rationnelle, les bénéfices et les nuisances. Et là, on a quand même été en plein sur la gestion rationnelle des bénéfices et des nuisances, même si on n'a pas tout à fait parlé des bénéfices, ou qu'on aurait pu en parler autrement. Et c'était là-dessus que je voulais justement intervenir en disant que, voilà, ce matin, sur le loup, 1992, le Mercantour, on est 32 ans après, et on n'a pas beaucoup avancé. Bon, c'est mon avis, et par contre, on a vu, c'était brillant,
avec l'exposé avec 3 exposés. Bon, 30 ans, tu l'as dit, Patrick. Céline, je ne sais plus son nom, l'a démontré. Et ce coup-ci, je reviens sur mon idée de ce matin. Il est temps qu'on fasse une gestion rationnelle de ce problème, qu'on applique ces méthodes-là, qui marchent du coup, sur notre problématique grand prédateur. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Anne. Moi, je trouve très juste cette remarque. On a pas mal de choses, en fait, en plus, dans la littérature scientifique, qui montrent l'impact positif disproportionné des espèces, en fait, qui sont en haut des chaînes trophiques. Et donc, on parle des grands prédateurs, mais aussi des grands herbivores. Parce qu'en fait, il y a un problème d'absence de redondance fonctionnelle de ces. En fait, ils ont des fonctions écologiques qui sont souvent peu redondantes. Ce qui est de moins en moins vrai, en fait, plus on a des organismes petits et plus les espèces sont nombreuses. Donc, par exemple, on a de la redondance fonctionnelle avec la pollinisation, quoique, voilà, on est en train aussi de démontrer que certains types d'insectes, en fait, ils pollinisent tous, mais ils pollinisent pas les mêmes fleurs, ni au même moment, ni aux mêmes heures de la journée, ni même les mêmes fleurs sur la plante elle-même. Mais cette question d'absence de redondance fonctionnelle, elle est essentielle parce que ça veut dire que si on perd ces fonctions écologiques-là, en fait, il y a personne qui va aller pallier ce truc-là, et c'est pas avec notre technologie qu'on va y arriver. Et notamment, il y a la dispersion de graines, il y a le stockage du carbone par ces grands animaux également, il y a la fertilisation des forêts ou de tout type d'écosystème, il y a la régulation des pathogènes qui sont bien plus assurés par les prédateurs que par d'autres types. Donc oui, c'est un vraiment très bon point, et ce serait donc une recommandation qu'on pourrait faire à l'Académie vétérinaire. C'est la prochaine fois de s'intéresser à cette question-là. Bien sûr que des exemples. Hein. Mais moi, je vois 3 grands domaines. Le domaine psychologique, le domaine biologique, écosystème. Et puis dans le domaine sanitaire, on n'a pas du tout parlé de l'effet dilution non plus. Donc on a aussi toute cette interrogation de justement, on a plusieurs routes de liaison et autres. Comment ça s'équilibre finalement, et comment on a la chance de ne pas avoir une seule espèce qui nous apporte systématiquement une pandémie. Je voulais juste, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est « Promouvoir la biodiversité permet de minorer les nuisances ». Alors peut-être une remarque pour compléter. C'est vrai qu'on a, avec notre tropisme un peu vétérinaire, je vois cet après-midi, on a traité aussi de maladies qui sont des zoonoses, parce qu'on est dans le concept, en partie de One Health, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, bon, je pense qu'il y a eu aussi des choses positives, et ça va peut-être, je sais que Marc Artois est là pour la rage, c'est que finalement, pour la rage, on s'est aperçu que c'est, et d'ailleurs l'OMS le dit, les scientifiques le disent, l'enjeu, il est plus tellement sur le renard. On sait que pour éradiquer la rage, il faut vacciner les chiens. Si on vaccine 94 à 95% des chiens à l'échelle mondiale, c'est peut-être utopique, et on éradiquera la rage. Donc là, on déplace aussi le problème non plus sur une espèce sauvage, mais sur une espèce domestique. Moi, je voulais prendre le problème au bon, parce que on est vraiment chez les vétérinaires, ce qui est normal. C'est l'idée, on va vacciner, on va éradiquer. Non, le microbe, il ira plus vite que vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des mutations, et à un moment donné, vous aurez d'autres types de virus qui vont arriver, sur lesquels se poseront de nouveaux problèmes. Donc il faut arriver très certainement à penser élimination au mieux, plutôt qu'éradication, même pour un microbe. Et il faut penser au fait que le coup suivant sera un coup différent. Et donc, il faut s'installer dans un système où on va vivre non seulement avec la biodiversité, mais aussi avec la biodiversité des microbes. Alors, il y a les bons, il y a les mauvais là-dedans, on va faire le tri. Mais de toute façon, même les mauvais peuvent être bons. On est en train de rédiger des articles, mais il y en a qui montrent, on en a parlé à propos du microbiote, qu'à un moment donné, une exposition insuffisante dans le plus jeune âge de l'homme à une diversité d'allergènes, dont des pathogènes d'ailleurs, est dangereuse dans la mesure où elle favorise les allergies atopiques. Donc, on est passé après-guerre de 5% d'allergies atopiques maintenant à une trentaine de pourcents. Après, tous les virus ne mutent pas de la même manière. Voilà. Justement, le virus de la rage, quand même, ce que je sors, c'est quand même même des conclusions scientifiques qui sont reprises par l'OMS sur la vaccination contre la rage. On est d'accord. Mais vous savez, l'OMS a ses marottes. La réponse OMS sur le choléra, c'est la vaccination. Eh bien, je vous défie d'enrayer une épidémie de choléra, je travaille sur ce sujet-là, en Afrique, avec la vaccination. On va protéger peut-être les soignants au mieux, mais le choléra, c'est l'eau.
Donc, à un moment donné, il faut penser système. Il faut penser aussi vaccination, c'est un des outils, hein, on va pas le nier. Mais on a eu la chance d'éradiquer la variole. Ça, c'était le bon exemple, c'est le seul. La peste bovine et la peste bovine, peut-être, ouais. Quel poids ça a eu dans l'écologie microbienne? Emmanuel. Oui, bonjour. J'avais peut-être depuis ce matin, on bute peut-être sur un autre, puisqu'on est dans les considérations très larges, on bute peut-être sur un autre paradoxe auquel je pense depuis ce matin et depuis les différentes interventions qu'on a eues, qui étaient toutes brillantes et passionnantes. Il y a peut-être un paradoxe, c'est que Monsieur le Préfet ce matin disait on a besoin d'objectifs, nous, êtres humains, collectifs humains, d'objectifs clairs pour se mobiliser, pour trouver des consensus, voilà. On voit qu'on bute dans le débat, notamment ce midi, c'était évident, sur les objectifs des uns et des autres, des idéaux d'équilibre bioécosystémique qui seraient sans prédateurs, ou au contraire très romantiques sans l'homme, et puis tous les modèles plus intermédiaires qui sont plus basés sur des philosophies environnement ou écologiques, d'équilibres écologiques restitués ou obtenus dans des écosystèmes. Et je me demande si en fait on bute pas, parce que nous on a besoin de ça, êtres humains, pour se mobiliser, pour y voir clair, pour simplifier les choses. Et est-ce qu'on ne bute pas sur le fait que fondamentalement les socio-écosystèmes sont dynamiques, sont instables par nature et évoluent en permanence, et que finalement la question ne se résout pas parce qu'on l'aborde fondamentalement sous la forme d'une succession de photos, alors qu'il faudrait voir un film dynamique et qui n'arrête jamais? Là, je peux 200% d'accord. Hein. En écologie, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est tout. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes qui sont sans arrêt en train d'évoluer au sens darwinien du terme. Parce que Michel Serres n'arrêtait pas de développer, hein, tout le philosophe. Moi, j'avais une question à poser à Céline Richomme. À propos de la rage, j'étais surpris qu'elle ne nous parle pas de la chauve-souris comme réservoir. C'est une autre rage. Parce que on va demander à Céline de répondre. Oui. T'es là, Céline? Alors, je suis là, et sur la rage, ce sera Marc qui sera quand même plus compétent. Alors après, juste dire que c'est pas de toute manière, c'est le même virus dont on parle là. Hein. La rage vampine, la rage c'est différent. Et vous dites la rage des mammifères non volants. Et puis, il y a les virus responsables de la rage des chiroptères, qui est encore un autre sujet, mais qui renvoie aussi régulièrement sur des sujets de pioline, enfin d'abattage. Et je pense qu'on pourrait reprendre le topo sur l'explication de qui joue quoi comme rôle, etc. Mais Marc, je pense que tu peux intervenir sur la question de la rage. Oui, bonjour. Je suis quand même un peu surprise de la question, parce que sur la rage des chauves-souris, parce que déjà la menace de zoonose en Europe venant de la rage terrestre, à l'époque où on a lancé la vaccination, elle était quand même extrêmement faible en nombre de cas humains. Je précise même que pour avoir assisté à une réunion de l'OMS il y a très peu d'années, qui voulait lancer un programme d'éradication globale de la rage dans les 30 années à venir, à l'échelle mondiale, j'avais été extrêmement frappé par plusieurs interventions des pays africains qui s'adressaient aux bailleurs de fonds qui étaient sollicités par l'OMS, la FAO et à l'époque l'OIE, en leur disant vous préparez à mobiliser des sommes absolument considérables pour protéger quelques humains, mais dans nos pays, la menace de santé publique, ce n'est pas la rage, c'est le paludisme et d'autres maladies. Donc il faut avoir ça en tête. Et pour revenir à la problématique de la rage des chauves-souris, il se trouve que en fait on vit peut-être depuis toujours avec des lissavirus de chauves-souris, alors probablement pas depuis toujours, mais en tout cas depuis que les humains vivent dans des maisons en dur en Europe de l'Ouest,
on vit probablement depuis toujours avec des virus qui volent au-dessus de nos têtes. Là, c'est vrai que j'aurais besoin de l'appui des collègues de Céline pour rafraîchir mes connaissances, mais l'idée que j'avais lorsque je suis parti en retraite il y a pas si longtemps que ça, c'est que le risque de contamination humaine lorsqu'il y avait une colonie de sérotine commune dans une maison et dans laquelle on trouvait le virus de la rage, pour autant que je m'en souvienne, ce risque n'était pas augmenté. C'est-à-dire que il n'est pas certain qu'il soit nécessaire d'intervenir, sinon par des mesures de prudence et d'éloignement, lorsqu'il y a de la rage de chauve-souris, avec les souches de chauve-souris qui circulent en Europe. Évidemment que la situation est un peu différente en Amérique latine. Donc voilà, j'ajoute juste un mot en dehors du sujet, mais je m'accroche lâchement au micro pour remercier Céline qui a fait une intervention extrêmement claire et démonstrative dans des conditions extrêmement difficiles car sa santé était très impactée et l'effort physique et moral qu'elle a fait est considérable pour un résultat qui est excellent. Très bien, bravo. Bravo. Alors non, moi je reviens sur cette histoire des chauves-souris parce que tout simplement j'avais assisté au congrès WSAVA d'Afrique du Sud. Alors par contre, je crois que c'était il y a à peu près 25 ou 30 ans. Et un vétérinaire local avait fait toute une conférence, justement. Enfin, le thème, c'était la rage pendant 1h30, mais lui, il avait fait une conférence sur les dangers de la chauve-souris. Et moi, j'avais découvert que la chauve-souris, à ce moment-là, pour là-bas, et c'était un gros problème dans la transmission de la rage. Hein. C'était il y a une trentaine d'années. Je parle de l'Afrique du Sud. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je peux répondre? Oui, vas-y. En quelques mots, il y a des souches de chauve-souris qui circulent en Afrique australe, effectivement. Le nombre de cas a été recensé, c'est quelques dizaines pour le moment. Et il se frappe l'imagination parce qu'il y a eu quelques cas sur des touristes. Voilà. Qui sont venus en France et qui sont venus mourir de rage en France. La question qui se pose, c'est de savoir si les personnes qui sont exposées à des morsures de chauve-souris ont l'information nécessaire lorsqu'elles vont faire du tourisme dans ces pays. Et bien sûr, c'est valable aussi pour les autochtones. De la mise en place rapide de ce que Pasteur avait inventé, c'est-à-dire le traitement après exposition. On a, c'est dommage qu'Abdel-Nouri ne soit pas parmi nous aujourd'hui, mais on a des arguments pour dire que le traitement après exposition avec les produits dont on dispose aujourd'hui est efficace pour arrêter l'évolution de la rage à des stades précoces. Et ces stades précoces, ils peuvent se compter en mois. Donc, si vous avez de la famille qui est partie en Afrique australe ou en Afrique qui a été mordue par une chauve-souris, il faut expliquer à cette personne que les chauves-souris ne mordent pas les humains, quelles qu'elles soient, enfin, surtout si elles sont insectivores, et d'autre part qu'il faut mettre rapidement en place un traitement après exposition, et voilà qui suffira largement à limiter le nombre de cas humains de cette maladie. Alors, les chauves-souris, effectivement, ne mordaient pas les gens, mais elles mangeaient des mangues qu'elles infectaient avec leur salive, et quand ensuite les populations locales mangeaient ces mangues, la rage se déclarait parce qu'ils avaient des blessures dans la bouche, etc. Enfin, c'était moi, je me souviens de ça d'abord parce que ça m'avait vraiment surpris. Je découvrais ce problème-là. Hein, c'est pour ça que j'en ai parlé. Oui. C'était l'Afrique du Sud. Hein, c'était pas la France. Parmi les dernières questions. L'Europe.
C'est aussi pour peut-être rafraîchir mes connaissances, mais sur la rage, ça date de Joubert à Lyon en 1981, mais je crois me souvenir que la rage à chauve-souris fait des chauves-souris un vecteur épidémiologique différent des autres mammifères, parce que, est-ce que par hasard, elle ne meurt pas de la rage et qu'elle est porteur? Moi, j'ai ce souvenir où je lis une énorme bêtise. Et du coup, ça veut dire que les chauves-souris qui sont porteuses du vecteur de la rage ne sont pas... C'est mon souvenir, hein, je dis peut-être des grosses bêtises, mais comme il y a du monde ici, je serai repris. Donc, en fait, dans mon souvenir, c'est que elles vont pas être agressives parce que, contrairement à beaucoup d'autres mammifères, le renard, il va mordre, il va chercher un congénère pour mordre, et on a bien vu pourquoi, et c'est comme ça que ça conditionne l'épidémiologie et cette notion de réservoir dynamique. Et que la chauve-souris, non, elle va pas chercher à mordre l'homme sous prétexte qu'elle a du lissavirus dans la salive. Je me trompe ou bien? Non, mais il y a une énorme confusion. Les chauves-souris, c'était le groupe taxinomique de mammifères le plus important après les rongeurs. Et donc, les chauves-souris qui ont été découvertes infectées par du virus et encore en vie, on les trouve en Amérique latine. Mais avec les formes de rage qui sévissent en Europe ou en Afrique, ce n'est pas le cas. Et en particulier en Europe, lorsqu'une chauve-souris est atteinte par le virus de la rage, elle en meurt. Et en principe, elle peut manifester des comportements lors de l'incubation, et on est enfin non pas lors de l'incubation, éventuellement, et on est dans un schéma qui est en Europe, encore une fois, assez comparable à celui du renard. Peut-être une dernière question, le rapproche. Oui. Pas ton président. Ouais. Et en même temps, je conclurai. Ouais. Pour rebondir ce que tu nous as parlé tout à l'heure de la vaccination des chiens. Ouais. Pendant des années, au Kenya, il y a eu des gros problèmes chez les lions qui a attrapé une maladie qu'on appelle maladie des étoiles, qui en fait est due au virus de la maladie de Carré. Et les populations ont été vraiment menacées. Et à partir du moment où on a vacciné les chiens des Maasai contre la maladie de Carré, de façon systématique, avec des campagnes de vaccination, on s'est rendu compte que ces cas de maladie des étoiles ont pratiquement disparu. D'où l'intérêt, si on veut protéger la faune sauvage, de commencer par protéger les animaux domestiques. Ça, les études sur la rage sont nombreuses. Hein. Le dossier sur la réussite, on est sûr que si on vaccinait tous les... Enfin, ce qui est utopique, hein, mais... oui, mais... c'est beaucoup moins coûteux que de faire, en effet, après sur les humains, comme disait Marc Artois, des thérapies post-exposition. Exactement. Bon, eh bien, nous allons conclure, si vous voulez bien. De toute façon, il est l'heure. Puis je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient des trains à prendre ou des obligations en termes de timing. Donc, il me reste à remercier vraiment chaleureusement tous nos intervenants. Enfin, tout le monde n'est pas ici, puisque il y a également nos intervenants de ce matin. On a vraiment eu des conférences de qualité, de grande qualité. On a appris beaucoup de choses. Je pense que les objectifs de l'Académie vétérinaire ont été... Bon, je ne dis pas qu'ils ont été atteints en totalité, mais ils ont quand même été atteints. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir une assistance attentive, respectueuse, avec des débats passionnants et passionnés. Donc, un grand merci à tous et à toutes. Et puis donc, je vous souhaite un bon retour chez vous et une bonne soirée. Merci. Merci.